Bonjour de Gaza. Gaza les difficultés, Gaza toujours ce blocus israélien inhumain, mais Gaza la résistante, Gaza la volonté, Gaza la vie, Gaza la liberté, Gaza le courage, Gaza la détermination, Gaza la dignité, Gaza l'avenir, Gaza la solidarité francophone et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 mai 2016. Il fait beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. On a profité aujourd'hui de la présence de deux solidaires français qui vont nous parler de leur visite à Gaza. Donc, j'ai le plaisir d'inviter dans nos studios Pierre Stamboul et Sarah Katz, deux Français de groupe Éducation et Partage Solidaire, actuellement dans la bande de Gaza. Bienvenue Sarah, bienvenue Pierre à la radio. Bonjour. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver et merci. Je sais que vous avez un emploi de temps très chargé. Je sais, c'est pas toujours évident pour les solidaires et les amis français et internationaux d'entrer la bande de Gaza dans la situation actuelle de blocus. Et voilà, et donc avec une semaine ou 2 semaines de ce jour, donc vous avez beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres très intéressantes. Donc Sarah, vous avez séjourné à Gaza, je pense, en 2013. Et vous étiez donc bénévole au département français. Vous êtes venu 2 fois à la radio. Pierre, je pense, c'est votre deuxième visite à Gaza. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre séjour actuel de 2 semaines à Gaza? Oui, bonjour à tous. Gaza, moi, j'ai l'impression de rentrer à la maison quand je vais à Gaza. Sauf que j'étais sortie, après 1 an et demi de présence continue, j'étais sortie en fin mars 2014. Vous savez que l'été 2014 a été juste effroyable. Et à partir de septembre, j'ai souhaité retourner à Gaza. Avec Pierre, on a monté une petite mission de gens décidés à retourner et on a commencé à se battre pour obtenir les autorisations de tous les côtés. Et ça nous a pris 2 ans. Il a fallu 2 ans pour que des citoyens français puissent entrer à Gaza. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire avec force à la radio. Actuellement, le gouvernement français met tous les obstacles possibles pour l'entrée, main dans la main avec le gouvernement égyptien. Évidemment, les solidaires, nous avions l'habitude de rentrer par... On parlait du gouvernement israélien, aux Français. Je répète très clairement, actuellement, le gouvernement français fait tous ses efforts pour empêcher les solidaires français d'entrer à Gaza, main dans la main avec le gouvernement égyptien. Alors, je fais la remarque qui est tout à fait juste. Le blocus, bien évidemment, c'est un blocus israélien. Israël est responsable de la situation. Mais face à cette situation inhumaine dans laquelle des gens sont maintenus en cage par l'occupant, par Israël, la décision du gouvernement français de ne pas laisser les citoyens français déposer leurs demandes pour rentrer par Rafah, ce qui impose de passer par l'autre porte existante, qui elle est la porte avec l'occupant. Cette décision a fait que pendant 2 ans, aucun solidaire n'a pu entrer. Oui, mais moi je ne défends pas le gouvernement français, mais vu les contacts, j'ai eu beaucoup de contacts, voire des centaines de contacts comme vous, des gens, des solidaires, des gens de bonne volonté qui veulent venir à Gaza. Je pense que le passage de Rafah depuis 3 ans, il est bouclé, donc fermé, donc, et pour des raisons de sécurité, le consulat de France, le gouvernement français, empêche donc les solidaires, les Français, de venir à Gaza. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, pour vous, Pierre, oui? Pour moi, je ne savais pas du tout, pratiquement jusqu'au dernier moment, si nous allions pouvoir entrer, parce que ça, c'est une course d'obstacles. Il faut convaincre une autorité française et nous remercions le consul de Jérusalem que nous l'avons convaincu. Nous avons pu passer grâce à ça, au fait qu'il a déposé notre dossier. Il faut que les Israéliens laissent passer. Dans mon cas, je m'en félicite parce que je n'y croyais pas trop.
et il faut que les autorités de Gaza nous laissent rentrer. Donc voilà, on est rentré, on espère aujourd'hui que va s'ouvrir une porte qui va permettre à des petits groupes de solidaires de briser le blocus de l'extérieur en attendant tout ce que nous espérons tous, c'est qu'il soit ouvert, qu'il soit déverrouillé de l'intérieur et qu'enfin la population de Gaza puisse sortir. Je dois avouer par rapport à mon tout petit séjour que j'ai pu faire fin 2013, la situation qu'on trouve c'est presque un miracle que les Gazaouis résistent psychologiquement et certains ne résistent pas parce que ce sont des situations d'enfermement, de pénurie, de pauvreté qui sont extrêmement dures à vivre. Plusieurs choses m'ont frappé depuis les 6 jours où nous sommes là. Dans la situation de pénurie, l'État ne peut pas fournir un certain nombre de services et Gaza survit grâce à un nombre incroyable de petites associations de bénévoles qui font vivre la société, qui lui permettent de survivre, qui l'aident psychologiquement, qui rendent tous les services absolument nécessaires qui ne sont pas rendus partout. Justement, on va commencer par la première question. Qu'est-ce qui a changé à Gaza depuis votre dernière visite en 2013 pour Pierre, 2014 pour Sarah? Qu'est-ce qui a changé? La première chose qui frappe, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais ce qui a changé, pour moi, c'est quand même le visage des gens. On sent que la population fatigue. J'ai revu des familles où d'habitude les enfants sautaient partout et là on sent que la situation est tendue, que on ne pourra pas aller beaucoup plus loin comme ça et pourtant on y va. C'est comme un cauchemar, hein. On a l'impression d'avancer et on n'avance pas. Donc je dirais, qu'est-ce qui a changé? On retrouve l'attraction animale, on retrouve les mêmes problèmes, on retrouve les mêmes petites boutiques, on retrouve les magnifiques fruits vendus dans des petites charrettes à ânes. On voit bien que les pêcheurs continuent à aller à la mer, même s'ils sont quotidiennement harcelés et au moins une fois par semaine attaqués et emmenés en prison. Voilà, si j'ose dire, ce qui change, c'est qu'on s'était dit que ça ne peut pas continuer comme ça et que ça continue comme ça. Oui, j'ai envie de dire, des gens normaux dans une situation qui est totalement anormale, des gens qui continuent de faire des projets. Par exemple, il continue à y avoir cette extraordinaire envie des Palestiniens d'étudier, de se former. Et puis, au bout du compte, une extraordinaire majorité des diplômés qui se retrouvent sans emploi. Et surtout, tout est fait pour que l'espoir que ça change n'existe pas, puisque le monde a accepté de façon absolument ignoble, là le terme est faible, que Gaza soit un laboratoire pour l'occupant, qu'on puisse boucler 2 millions de personnes en les laissant entrer ou sortir au compte-gouttes ou jamais. Et donc les gens... finalement grandissent et agissent avec l'espoir qu'un jour ça va se dérouiller et que ça change. Seulement, le blocus maintenant, il dure depuis quasiment 10 ans. Justement, moi, quand je rencontre des amis francophones, voilà, donc je suis francophone, je suis professeur de français, donc voilà, ça me fait plaisir déjà de vous accueillir à Gaza parce que c'est pas toujours évident, comme vous avez dit, de rencontrer, donc de venir d'entrer à Gaza avec le bouclage du territoire palestinien. Et pour nos sociétés civiles, universitaires, donc c'est toujours avec plaisir de rencontrer, même les étudiants, de rencontrer ces Français de bonne volonté qui viennent dans des conditions difficiles malgré donc les difficultés d'entrée et l'accès à Gaza. Donc ils ont une grande volonté. Maintenant, avant de continuer notre dialogue, surtout sur l'objectif de votre séjour et sur votre groupe éducation et partage solidaire qui essaye d'entamer des contacts et mener des contacts, donc de nouer des contacts avec la société civile, avec les universités de Gaza. Justement, vous parlez de blocus, vous parlez de vos impressions sur la situation à Gaza. Les Palestiniens de Gaza, toujours, ils posent la même question. Donc, il y a
le gouvernement israélien avec le blocus. Ça fait 9 ans qu'il y a un blocus israélien humain. Il y a l'Europe officielle, malheureusement, qui soutient, et les États-Unis encore. Qui est complice. Voilà, avec un silence complice avec les crimes israéliens. Mais il y a des gens de bonne volonté avec des manifestations, avec la mobilisation. Mais pour les Palestiniens de Gaza, toujours, ils posent toujours la même question. Jusqu'à quand? Donc, c'est vrai, ils ont la patience, ils gardent espoir. Mais toujours, voilà. Et le problème, voilà. On a eu de nouveau. Merci. Donc voilà, jusqu'à quand cette situation? Donc c'est intéressant d'avoir des gens de bonne volonté venir témoigner parce que vous avez plus ou moins un regard objectif. Donc jusqu'à quand les Palestiniens de Gaza vont pouvoir patienter et résister face à ce blocus, même avec leur volonté, leur détermination. On voit, comme vous avez dit, les choses ne bougent pas et les choses ne changent pas. Là, on rentre évidemment sur la question politique. Tout démontre que le gouvernement israélien ne changera pas sa position par des pseudo-négociations qui ne sont pas des négociations, qui sont des demandes de capitulation. Et donc, s'il n'y a pas des sanctions contre ceux qui appliquent ce blocus, contre ceux qui ont tué des enfants. Sanctions par qui? Alors voilà, je veux dire que nous faisons l'analyse en France que ce n'est pas parce que les dirigeants européens ne savent pas ou américains ne savent pas qu'ils soutiennent la politique israélienne. Ils la soutiennent parce qu'Israël est leur allié. Et donc, les arguments moraux ne suffiront pas. Il faut que les sociétés occidentales, la société civile, fasse une pression suffisante sur nos dirigeants pour qu'ils cessent de s'armer, pour qu'ils cessent de massacrer les Palestiniens, pour qu'ils cessent le blocus de Gaza, pour qu'ils libèrent les prisonniers, pour qu'ils acceptent l'égalité des droits dans la région. Et nous, notre arme, c'est le boycott. Voilà, merci beaucoup Pierre pour ces explications. Comme vous avez dit, donc ça c'est un problème politique. Il y a des crimes israéliens, il y a un silence complice de la part de la communauté internationale officielle, mais il y a une résistance exemplaire, une volonté remarquable de la part d'une population digne qui a décidé de rester, de ne pas partir. Voilà, on va revenir à vos rencontres très intéressantes avec la société civile, les universitaires de Gaza, beaucoup de personnalités à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce séjour actuel avec ces rencontres très intéressantes avec la société civile, les universitaires, et quelle est votre impression sur ces rencontres? Alors peut-être c'est un peu prématuré de parler parce qu'on est là que depuis 6 jours et les principales rencontres avec nos collègues universitaires, en particulier dans le domaine de la formation des enseignants, il y a quelque chose qui est en train de très important à mes yeux, qui est en train de naître, qui n'est pas encore vivant, mais qui est en grossesse, je dirais, comme des échanges entre le SPE, l'ancienne IFM d'Aix-Marseille, et la formation des maîtres ici à Gaza. Pierre en parlera, c'est son domaine, et aussi la formation des maîtres, particulièrement dans la discipline des mathématiques. Moi, je voudrais peut-être reparler avant de l'ensemble de ces petits centres d'enfants. Alors là, on descend d'un cran dans l'âge, de tous ces centres qu'on va trouver dans tous les quartiers, dans tous les camps de réfugiés, dans tous les villages. Existent des centres qui prennent en charge les enfants avant, après l'école, pendant les vacances, qui s'efforcent de leur fournir des activités, qui s'efforcent aussi d'avoir souvent des possibilités d'aide psychologique pour les mamans qui sont face à des problèmes, les mamans et peut-être même les papas, qui sont face à des problèmes qui
qu'ils ne peuvent gérer, cette espèce de réseau qui ne vit que par bénévolat. Et j'insiste sur... Il faut savoir ce que c'est que le bénévolat à Gaza. Hein. C'est pas comme les bénévoles de l'ONU qui finalement touchent un mini-salaire, mais touchent quelque chose. Là, non seulement on ne touche rien, mais on paye de sa poche. On paye de sa poche son uniforme, s'il y a un uniforme, on paye ses transports, on paye son téléphone. C'est-à-dire qu'on a des milliers de jeunes, peut-être même plus que ça, à Gaza, qui se lèvent le matin, ils n'ont pas trouvé d'emploi, qu'ils soient qualifiés ou non d'ailleurs, et ils se lèvent le matin pour aller faire du bénévolat, beaucoup pour les enfants, en tirant sur les quelques shekels qu'ils ont dans la poche. Cette espèce de travail qu'on a du mal à imaginer, hein, c'est à la fois la conséquence de la barbarie et c'est peut-être un embryon de l'avenir. Il y a quelque chose de très très fort dans cette manière de concevoir le lien social. Moi, je vais parler surtout, parce que c'est ce qui m'a marqué le plus, de nos passages à plusieurs reprises à Kouza. Kouza, donc, qui est un village de 15 000 habitants. Au sud de la bande de Gaza. Voilà, au sud de la bande de Gaza et le long de ce que l'occupant appelle pudiquement la barrière de sécurité. Nous avons été très longuement reçus par le Mokhtar Abou Jamal de Kouzar et par le maire de Kouzar. Et les descriptions sont apocalyptiques, c'est-à-dire que pendant l'offensive de 2014, il y avait une résistance armée à Beit Hanoun, à Gaza, mais à Kouza, il n'y avait que des paysans qui déjà avaient beaucoup souffert avant de tirs divers de la part de l'armée sur la barrière de sécurité. Et les Israéliens ont occupé Kouza. Ils l'ont occupé pendant 22 jours. Ils ont détruit la plupart des maisons. Une des maisons qui reste debout, une de celles d'Abou Jamal, c'est parce qu'elle a été occupée pendant 52 jours par les Israéliens. Ils ont tué 92 personnes. Ils ont tué des enfants, ils ont tué des vieillards, ils ont tué, donc là j'en parle puisqu'on est sur une radio francophone, un franco-palestinien qui avant de mourir a brandi son passeport français, ça n'a servi à rien, il a quand même été tué. Donc là on a une vie de simples paysans qui en plus dans Gaza complètement surpeuplé où la quantité de terre a très fortement diminué ces dernières années à cause de la pression démographique. La terre a été complètement esquintée par les chars. Il a fallu très récemment un programme de la Croix-Rouge pour réhabiliter le long de la barrière de sécurité les champs pour qu'à nouveau, mais la consigne était vous ne cultivez que le blé parce qu'on veut pas les Israéliens disaient on veut pas quelque chose derrière lequel des entre guillemets terroristes pourraient se cacher. Donc très courageusement cette population paysanne. Il y a toujours les caravanes, les gens qui habitent. Il y a toujours les Algécos, il y a toujours la moitié de la famille un peu plus de Abou Jamal vit toujours dans des Algécos. Il nous disait il y a 3 jours il faisait 52 degrés dans un Algéco. Et l'hiver, ça a été extrêmement froid. Et le maire nous a donné des statistiques. Il a dit, et c'est un appel que je lance sur cette radio, nous avons urgemment besoin d'une clinique. Notre clinique a été pulvérisée. On essaie tant bien que mal d'offrir quelques soins au premier étage de la mairie, mais les malades doivent partir ailleurs. Donc voilà, derrière cette image souvent qui n'existe pas en France, qu'est-ce que c'est Gaza ? Moi, je vous dis, voilà, Kouza, un village de 15 000 habitants, 92 morts, un village qui a été rasé, et un village qui, courageusement, 2 ans après, a pensé la plupart de ses plaies, pense à l'avenir, mais offrons-lui un avenir. Voilà, merci pour ces explications. Maintenant, on va parler de votre groupe Éducation et Partage Solidaire. C'est pas une association, je pense que c'est un groupe créé par des professionnels, par des universitaires, par des ex-universitaires, pour essayer justement d'entamer, de nouer, de commencer des contacts entre les universitaires de Gaza et les universitaires et les centres de formation des maîtres, par exemple, en France. Vous, Pierre, je pense, vous êtes professeur retraité de mathématiques. Sarah, je pense, professeur de statistiques, si je ne me trompe pas, ou chercheur dans le domaine de statistiques. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez nous parler, avant de prendre une pause, de ce groupe en France, sa création, ses actions et l'objectif de sa création? Alors,
et Partage solidaire, c'est notre bébé, on en est très fiers. Il est le résultat de quasiment 2 ans de lutte, on a essayé diverses choses, et il est le résultat d'une idée qui est un petit peu complexe, alors j'espère que je vais me faire comprendre. On est sans arrêt renvoyé lorsque l'on parle de la Palestine, et y compris par les autorités de Gaza. On est sans arrêt renvoyé vers l'idée, la seule manière dont vous pouvez aider, c'est en apportant des projets financés, c'est-à-dire en faisant ce qu'on appelle, pour le dire brièvement, de l'humanitaire. Et nous sommes une émanation du mouvement de solidarité, et nous pensons que indissolublement, avec évidemment les projets humanitaires, doit se développer une lutte idéologique, une lutte politique, une lutte dans les médias, pour faire comprendre réellement la situation de Gaza, pour faire que ce ne soit pas seulement au moment où les bombardements écrabouillent une population qui ne peut pas fuir puisqu'elle est coincée entre mer et barbelés, mais que ce soit tout le temps dans la vie quotidienne, que Gaza soit dans la pensée de la population, et qu'on arrive à mettre fin à cette chose qui est complètement non seulement inhumaine, mais moyenâgeuse. Le siège, pour moi, quand j'étais jeune, l'idée de siège, ça n'allait pas avec l'idée du XXIe siècle. Donc voilà, Éducation et Partage solidaire, c'est une émanation du mouvement de solidarité. C'est une organisation qui s'appuie sur les qualifications très diverses de ses membres. Il se trouve que Pierre et moi sommes des universitaires, mais il y a toutes sortes de gens à l'intérieur d'éducation. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des gens qui travaillent dans la justice pour les mineurs, enfin il y a tout ça. Et on essaye de faire qu'il y ait sans arrêt par roulement, tous les 2 mois par exemple, une petite équipe sur place qui travaille à la fois sur son domaine de compétences et plus généralement sur le fait de rendre compte de la vie quotidienne à Gaza. Oui, Pierre. En ce qui me concerne, les 15 et un peu plus dernières années avant ma retraite, j'étais professeur à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Marseille. Je préparais les étudiants à leur concours pour devenir professeur de mathématiques. Notre institut avait très important savoir sur ce qu'il convient de faire pour former des maîtres et sur l'articulation entre la question des savoirs, la question de la pédagogie, la question de la didactique. Enfin, la transmission des savoirs, ce n'est pas quelque chose de simple. Et il m'a semblé, et ça devrait marcher, je vais expliquer comment, que la confrontation de ce savoir-faire avec une situation qui n'a rien à voir, une situation d'extrême pénurie où les universités doivent se débrouiller avec une très forte demande d'éducation, mais avec souvent très peu d'avenir. La confrontation entre ces 2 mondes ne peut être que bénéfique aux 2. Et sans aucun problème, j'ai obtenu une accréditation. Alors l'Institut s'appelle maintenant École supérieure du professorat et de l'éducation de Marseille. Une lettre d'accréditation. Alors quelle forme pourra prendre cette coopération ? On le verra. Moi, en ce qui me concerne, si le projet se développe en mathématiques, je serai intéressé. Merci Pierre. Donc on va prendre une pause et on va continuer notre émission. Merci. J'ai pris place sur un rocher face à la mer. Soudain me viennent des pensées sur la guerre. J'ai envie de parler de cet enfant de Palestine, celui pour lequel plus personne n'a d'estime. Enfant de Gaza, je me demande, qui se soucie de toi encore? Enfant du Sud, enfant du Nord, quelle est ta vie, quel est ton sort? Enfant de Gaza, je t'écris avec un océan dans les yeux, toi qui souffres chaque jour de ces douleurs, toi qui ne vis pas pour vivre, mais pour survivre au nom de Dieu, toi qui meurs chaque jour devant les médias en pleurs. Enfant de Gaza,
déjà vu comme en guerre d'Algérie avant, lorsqu'injustement des gens étaient tués et torturés. Une guerre pendant laquelle s'entendaient des adolescents sous les youyous de leur maman au cœur déchiré. Les enfants de Gaza, privés de leur jeunesse, parce qu'il y a trop de brouillard dans le ciel, privés de leur rue, parce qu'elles sont occupées par Israël. Bonjour de Gaza la vie. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'inviter, commence par les dames d'abord, Sarah Katz à ma droite et Pierre Istanbul, donc à ma gauche, donc deux solidaires français de groupe Éducation et Partage Solidaire. Donc comme il a dit Sarah, au début c'est un miracle de venir à Gaza, donc on a profité de leur séjour à Gaza pour les inviter, nous sommes en train d'échanger sur leur action en France avec le groupe Éducation Partage Solidaire et leur séjour actuel à Gaza avec des rencontres très intéressantes avec différents membres de la société civile, des universitaires et des professeurs et des centres pour les enfants partout dans la bande de Gaza, du nord jusqu'à le sud. Et voilà, on revient à vous, Pierre et Sarah. On a parlé de, est-ce que vous avez senti donc le soif notamment des jeunes de société civile d'avoir des contacts avec la France, notamment vos rencontres avec la société civile à travers ces rencontres. C'est vrai, vous êtes au début, c'est votre première semaine. Est-ce que vous avez senti le soif de ces jeunes notamment d'avoir des échanges et des contacts notamment avec la France? La France, je dis à Sarah, malgré l'attitude officielle, donc pour nous la France c'est la société civile, c'est les gens de bonne volonté, c'est les solidaires qui font plein de choses pour soutenir Gaza, pour soutenir la Palestine. Donc voilà, parlez-nous de ces rencontres et l'envie de cette population de société civile d'avoir une ouverture sur la France, sur votre groupe et sur la société française en général. Oui, alors, il faut quand même se rendre compte de deux choses. D'une part, le monde francophone à Gaza est petit. Mais d'autre part, il est extrêmement riche, extrêmement actif, avec toutes sortes de compétences. Et en ce qui concerne justement le fait que énormément de jeunes, cette fois-ci qu'ils soient francophones ou pas, il suffit de parler une demi-heure avec eux, on s'aperçoit que l'un fait du théâtre, l'autre travaille dans des dessins animés, le troisième a une autre activité. Il y a énormément d'initiatives, de toutes petites activités, de toutes petites actions qui sont vivantes, qui ne sont pas des projets, qui ne sont pas « Ah, si je pouvais faire », que les gens font avec des bouts de ficelle. Alors, le monde francophone, le département français de l'université Al-Aqsa, autour du professeur Ziad, est un point fort, pas le seul. Des points forts. Il y a l'Institut français encore, le seul centre culturel, oui. Il y a l'Institut français, il y a cette manne, je veux dire, ce terreau des jeunes qui ont étudié le français, qui sont toujours à Gaza, qui n'ont en général pas d'emploi, mais qui néanmoins font toutes sortes d'activités, dont toute une partie d'activités qui consiste à rendre compte par Facebook, par blog, en fabriquant des petites vidéos. C'est d'une richesse formidable. Alors, ce à quoi on est en train de réfléchir avec 4 ou 5 anciens étudiants, c'est d'essayer d'avoir un pôle fixe, régulier, qui puisse accueillir les demandes de contact, de conférences par Skype, d'échanges par Facebook, d'échanges, de manière à faciliter les relations entre jeunes Français et jeunes Gazaouis. Donc ça, c'est un projet qui démarre, bien appuyé par Mahmoud, qui est un type tout à fait extraordinaire, mais avec d'autres, il n'est pas le seul. Je parle de Mahmoud parce que beaucoup d'entre nous le connaissent par les vidéos qu'il poste, des vidéos de très grande qualité.
Voilà, donc il y a vraiment une possibilité, au-delà même de la situation effroyable de Gaza et de cette situation invraisemblable d'un monde qui est enfermé, au-delà même de ça, il y a des tas d'inventions pour que des jeunes appartenant à différentes cultures, différents pays, différentes régions, tout simplement, puissent se parler, puissent échanger, puissent confronter leurs rêves. C'est ça, Gaza. C'est à la fois quelque chose qui ressemble au Moyen-Âge et quelque chose qui ressemble peut-être à ce qu'on peut rêver pour l'avenir. Je vais parler plus généralement d'une partie de la jeunesse qu'on a vue ou avec laquelle on a été en contact. Je vais commencer par ceux qui ont eu le sort le plus heureux. On a été en contact par Skype avec la fille et le fils d'amis qui nous ont invités chez eux et qui, eux, ont réussi, sont étudiants en France et ça se passe bien. Notamment une est étudiante à Aix-en-Provence, donc c'est à côté de chez moi et je l'ai déjà vue dans des manifestations pour la Palestine. Donc là, c'est le bon côté de ceux des étudiants gazaouis qui ont pu partir. On a connu aussi le cas du parcours du combattant, c'est-à-dire de l'étudiant qui est en train de chercher, presque tous les obstacles sont levés, il faut encore qu'il soit pris par une université française, et quand une université française l'aura accepté, il y aura une bourse, et il restera toujours pour le parcours du combattant des Gazaouis à arriver à sortir par une des deux portes de cette prison et à pouvoir de temps en temps y rentrer pour aller visiter sa famille. Et puis je vais aborder le troisième aspect, peut-être le plus tragique, de cette jeunesse scolarisée sans avenir. Deux jeunes, l'un on l'a pas vu, mais sauf évidemment là toujours par correspondance lointaine. Lui, avec un diplôme, ayant terminé ses études, mais voulant faire un master pour terminer complètement, a pris le chemin des migrants. Et on a eu le récit apocalyptique de ce que c'est qu'une fuite de 15 jours entre Gaza et la Belgique, au début de façon régulière, vers l'Égypte et la Turquie, puis par le chemin de tous les migrants, c'est-à-dire le bateau. S'excuse, Pierre, on a un appel. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Ziad. Bonjour. Qui est l'appareil? Je suis Amal. Amal? Oui. Oui. Étudiante? Oui, je suis étudiante au département de français. Voilà. Bonjour Amal, ça va? Bonjour. Ça va bien, merci. Et vous? Bonjour. Est-ce que vous avez un message ou une question posée à Pierre et à Sarah qui sont dans le studio avec nous? Oui, bien sûr. Je voudrais parler avec Madame Sarah. Bonjour, Madame Sarah. Bonjour, ma grande. J'espère que vous allez bien. Oui, tellement contente d'être ici à Gaza. On a je vraiment... pense que tu l'as rencontré quand tu es venu au département, oui. Oui, On t'écoute, Amal, oui. Oui, je l'ai rencontré déjà au département de français. Je suis très, très contente de vous parler maintenant et en même temps de vous remercier. Parce que, la solidarité française est une solidarité très importante pour tous les peuples gazaouis et tous les peuples palestiniens. On a vraiment le plaisir de vous remercier devant tout le monde, devant tous les solidaires. Il n'y a pas un message pour Pierre, seulement pour Sarah, voilà, ça c'est le côté féminin de Gaza, voilà. Et moi, M. Ziad travaille et Sarah, elle a le remerciement. Pierre, elle fait beaucoup d'efforts pour entrer à Gaza. Amal, laisse grogner, monsieur le professeur. Je te remercie pour tes très jolis mots, vraiment. Mais je voudrais te dire une chose, il n'y a pas de remerciement entre nous. C'est pas quand nous, les solidaires, nous venons à Gaza, quand nous nous efforçons de ramener la vérité de ce qui se passe à Gaza, de ce qu'est la vie à Gaza, de ce que peut être la vie des étudiantes à Gaza, c'est pas seulement, c'est pas par bon cœur, c'est pas parce qu'on se pencherait sur un cas difficile.
c'est parce que votre sort et le nôtre, il est lié. Il est lié. Si on laisse l'injustice, si on laisse les puissants décider qu'ils peuvent martyriser un peuple, alors tous les peuples un jour seront martyrisés. C'est notre propre peau qu'on défend en vous défendant, Amal. Donc voilà, il n'y a pas de remerciement, on est du même côté de la barrière. Je rajoute juste un mot à ce que vient de dire Sarah. Les drones que vous avez, les ananas qui en permanence vous surveillent et vous mitraillent, Israël les vend à la France pour surveiller nos banlieues. Nos sorts sont liés. En tout cas, voilà, merci. Ils sont déjà venus à Khan Younes, parce que tu habites Khan Younes, je pense, Amal, c'est ça? Oui, j'habite à Khan Younes. Ils sont venus à côté à Arza. En tout cas, merci beaucoup, Amal, pour ton message. Et merci beaucoup pour vous et pour votre émission qui nous donne une chance pour parler avec les solidaires et parler avec les gens qui sont avec nous et qu'ils nous aident. Et voilà. Merci beaucoup, Amal, c'est très gentil. On essaie, on fait notre devoir. On t'embrasse. De rien. Voilà, au revoir, Amal. Au revoir. Merci beaucoup. Donc voilà, on revient vers toi, Pierre. Tu parles de... Je parlais Voilà. de cette dernière catégorie des jeunes Gazaouis. On a eu 2 exemples qui deviennent Une fille des... à Aix, étudiante, oui. Mais alors le cas difficile, c'est le cas des boat people. C'est-à-dire on a eu le cas donc d'un jeune qui est parti par la route des migrants, qui a mis 15 jours à arriver en Belgique, qui a sauvé le bateau entre la Turquie et la Grèce parce qu'il était le seul ingénieur qui savait réparer la panne du bateau. Le bateau est tombé évidemment en panne en plein milieu de la mer et qui a pris ces convois incessants qui sillonnent l'Europe pour arriver en Allemagne puis en Belgique. Lui a réussi et nous avons eu le cas d'un autre jeune un peu moins diplômé qui lui a essayé aussi de fuir avec des faux papiers via l'Égypte. Il a été arrêté en Tunisie, il a été ramené en Égypte, en prison, sévèrement battu, envoyé en Malaisie, renvoyé en Égypte. Et il est à Gaza, renvoyé en Égypte puis à Gaza. Et lui fait un travail formidable dans un des centres de Kouza, justement, qui s'occupe de ces centres de volontaires. Donc, De Khan Younes. de Khan Younes, pardon, pas de Gaza. Donc je veux dire que c'est quand même assez... Voilà, l'histoire de ces jeunes de Gaza, c'est à la fois l'un, c'est à la fois l'autre. Et ça, en très peu de jours, on a pu avoir un peu la conscience de tout ça. Très bien, on a parlé de Gaza, maintenant on va parler justement des actions de solidarité. C'est important pour le public francophone, soit à Gaza, soit en Palestine en général, même en France, les publics francophones qu'on le suit, donc soit en Belgique, au Québec, en France en particulier, les actions de solidarité avec Gaza, avec la Palestine, notamment les actions de BDS. Donc, Pierre, tu es très connu par des conférences en France, donc à Paris, à Marseille, partout. Donc, moi, je t'ai suivi. On était, même avec Sarah, depuis Gaza, par Skype, plusieurs fois. On a échangé à Rennes, à Paris, à plusieurs reprises. Et voilà, donc, pour Sarah et pour Pierre, donc, parler des actions de solidarité, c'est important que le public francophone ait une idée sur les actions de solidarité et notamment les actions de BDS. Alors juste avant, je signale que nous envoyons tous les jours, et nous y tenons depuis que nous sommes arrivés, tous les jours nous envoyons un très long rapport sur tout ce que nous faisons ici et qu'on peut le trouver sur le site de l'UJFP. C'est www.ujfp.org. Union française juive pour la Union paix. juive française pour la paix, donc ce sont les juifs antisionistes. Et si vous allez regarder Chronique de Gaza, donc il y en a déjà 6 qui ont été publiés chaque jour. Nous en envoyons, c'est un compte-rendu très précis de ce que nous faisons. Oui, parce que les témoignages sont très importants. Donc Voilà, c'est et ça, nous y tenons, ça va rester, ça va pouvoir être diffusé, et le total donne véritablement, nous le pensons, une véritable idée de ce qu'un occidental solidaire peut comprendre de la vie de Gaza et témoigner. Justement, donc, la solidarité, c'est d'abord le témoignage. Nous engageons absolument tous les Occidentaux à aller en Palestine. Allez-y comme vous pouvez. Vous n'êtes pas militant, vous allez faire du tourisme intelligent. Vous êtes militant, engagez-vous n'importe quoi en Cisjordanie, les olives, ce que vous voulez. Mais allez-y, revenez et témoignez. Gaza, c'est plus difficile. Nous espérons ouvrir la fenêtre pour que les gens puissent rentrer et venir témoigner. Le BDS auquel nous appartenons, c'est très simple. En 2005, les Palestiniens, devant le fait que la communauté internationale
ne faisaient rien pour eux, les laissaient lanterner, les amener dans des processus de négociation qui ne menaient à rien, ont lancé un appel sur 3 revendications et qui, pour nous, Sarah vient de le dire, on lutte pas parce qu'on est altruiste, on lutte aussi pour nous-mêmes. Les 3 revendications du BDS sont universelles. C'est la liberté, c'est-à-dire la libération des prisonniers, la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, la fin du blocus de Gaza, la destruction du mur. En deuxième, c'est l'égalité, égalité des droits pour les Israéliens et les Palestiniens. Et le troisième, c'est la justice, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens, puisque la guerre a commencé par leur expulsion. Et au nom de cet appel palestinien, nous considérons que tant qu'Israël ne se conformera pas au droit international, il faut lui appliquer ce qui a été appliqué avec succès contre l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Il s'agit de les forcer à se conformer à la loi internationale. Et il s'agit de forcer nos gouvernements à traiter Israël comme ils ont traité l'Afrique du Sud, c'est-à-dire en le sanctionnant, en enlevant les investissements, en enlevant le commerce. Et nous pensons que, quand nous étions en Cisjordanie il y a 2 mois, les gens nous disaient la guerre en Palestine est née de l'extérieur, 1947, l'ONU qui vote le plan de partage, et elle sera aussi résolue de l'extérieur. Nous pensons que la libération de la Palestine et de Gaza, ce sera une conjonction de ce que nous observons ici à Gaza, la résistance des gens qui, malgré les difficultés, continuent, et la solidarité internationale. C'est ça le sens de BDS. En tout cas, Pierre, je profite de cette occasion pour te remercier donc, pour ta bonne volonté d'aider personnellement la radio francophone. Et je pense que tu as sorti un livre en 2014 sur Gaza, sur la Palestine. J'ai oublié le titre. Alors j'ai sorti 2 livres. Voilà. J'ai sorti un énorme pavé de 600 pages qui s'appelle Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement. C'est des compilations de textes depuis 30 ans. Parce que je suis juif, j'ai été sioniste dans ma jeunesse, j'explique comment on rompt avec le sionisme, comment on découvre ce que c'est. Et il y a toute une série de textes théoriques, historiques et tout. Et j'ai sorti, il y a 2 ans maintenant, un petit livre qui s'appelle « Le sionisme en question », qui est, d'un point de vue juif, une explication historique et analytique de ce qu'est le sionisme, et évidemment une critique. Aujourd'hui, en France, dès qu'on critique Israël, on est traité d'antisémite. Moi, je suis fils de résistants déportés. C'est au nom de mon passé que je suis antisioniste. Justement, on profite pour remercier l'Union française Juifs pour la paix pour ses actions, ses efforts, parce que c'est pas toujours facile dans cet organisme de mener des actions, et nous on suit au quotidien donc les interventions dans les médias français et les attaques de CRIF et les critiques de CRIF et le lobby sioniste contre les actions courageuses soit les déclarations, soit les actions BDS, même dans le site en dehors de vos témoignages très intéressants, les chroniques depuis Gaza. Donc moi quand je regarde le site, même les étudiants, quand on a fait une analyse une fois dans un cours sur Internet, on a demandé aux étudiants d'analyser un site politique et ils ont dit ça c'est un site palestinien, c'est pas un site français. Donc ils étaient étonnés d'avoir vraiment des mots très, très directs, et donc on profite de cette occasion de votre présence de remercier donc l'Union française juive pour la paix pour ses actions et donc en dehors de toute tendance politique, religieuse, nous on s'en fiche de ça. Le plus important c'est la solidarité, et comme ils ont dit ça là, et Pierre, c'est l'humanité avant tout. Une question politique pour vous les deux. Voilà, vous avez séjourné en Cisjordanie, à Gaza, avec des rencontres très intéressantes. C'est vrai, la majorité de vos rencontres, c'est avec la société civile, les universitaires, mais la politique, c'est toujours autour de ça. On ne peut pas négliger l'aspect politique de cela. Est-ce que actuellement, aujourd'hui, vous pensez que les Palestiniens en général, au moins les Palestiniens rencontrés, sont pour un seul État ou pour 2 États toujours? Ça, c'est une question polémique. Non. C'est une question qui revient sans cesse. Je me souviens avec rage de la réaction d'un copain militant qui me disait « Oh, cette question, elle est franco-française. » Pas du tout, elle est sur toutes les bouches
pour les Palestiniens, dès qu'on parle, même dans le taxi, les gens ont leur avis là-dessus. Alors on est comme dans une espèce de piège. Évidemment, il y a le sentiment, on sent ça chez beaucoup de gens, y compris de militants de grosses organisations, mais aussi des gens tout à fait inorganisés, des gens normaux si j'ose dire. Il y a une espèce de piège. On aurait envie de promouvoir la solution à 2 États parce qu'on se dit elle n'est pas très loin de la main. On a tellement cédé, on leur a tellement donné de gages, on a tellement accepté de choses inacceptables. Quand même, là on ne peut pas faire plus. Là on va le cueillir, le résultat de tous ces efforts et de tous ces renoncements. Donc il y a quand les gens qui se déclarent pour 2 États, très souvent c'est ça qu'ils disent. C'est on y est presque, il faut le cueillir. Alors face à ça, il y a d'autres personnes qui disent, on l'a entendu aussi beaucoup et avec feu, la Palestine, elle a toujours existé. Elle a toujours existé avec toutes les religions dedans. C'était comme ça du temps de nos grands-parents. Il faut qu'on rétablisse un territoire dans lequel les gens, quels qu'ils soient, aient les mêmes droits et dans lequel on puisse vivre tous ensemble. Il y a une très forte volonté. Avec un ami, on s'amusait à compter dans le taxi et on avait l'impression qu'en gros, c'était moitié-moitié. Alors, on a entendu aussi une position dite pour 2 États de gens qui disent, après ce qu'on a, de Gazaouis qui disent, après ce qu'on a subi, je me sens pas de vivre avec un juif à côté de moi. Mais immédiatement, la discussion flambe pour faire la différence entre juifs, sionistes, israéliens, etc. Donc voilà, en gros, on cycle. Le gros problème qui est derrière tout ça, l'un des gros problèmes qui est derrière tout ça, ce sont les réfugiés. Ça, on n'a pas entendu un seul Gazaoui nous dire les réfugiés, on s'en fiche. Tout le monde a un énorme respect. Et en particulier quand ils pensent aux personnes un peu âgées qui ont toute leur vie, se sont battues pour maintenir la mémoire vivante, qui ont appris à leurs enfants, puis à leurs petits-enfants, ce que c'était que la Palestine avant. Face à ces gens-là, personne ne veut les abandonner. Mais les faire revenir dans un micro-État palestinien rétréci sur ce qui reste, les quelques kilomètres carrés qui restent de la Cisjordanie et Gaza, on les ferait rentrer où? Donc voilà, quand même il y a un vrai mouvement qui pousse vers l'idée, halas, fini avec toutes ces histoires-là. Les populations peuvent vivre ensemble. C'est la solution, y compris celle du retour des réfugiés. Elle est comme ça. Mais moi, je suis entre 2 juifs, mais j'ai pas de problème. Donc je suis à l'aise. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je ne suis qu'à moitié. C'est pas grave. C'est quoi le problème? Donc on n'a pas de problème. Donc les Palestiniens, nous, notre problème, c'est avec le gouvernement d'extrême droite. La solution, c'est pas d'extrême droite. Et maintenant, oui, avec Netanyahu et Lieberman. Bon. Le débat est très intéressant avec vous, mais malheureusement, on arrive à la fin, il nous reste 2-3 minutes. Maintenant, votre message pour les Palestiniens de Gaza, donc un petit message, soit de Pierre, soit de Sarah. Je veux essayer de donner un message d'espoir. Je veux dire, sachez que nous allons témoigner, nous allons dire au monde, avec la faiblesse de nos moyens, mais nous essaierons que le message aille le plus loin possible, de façon très très détaillée, ce que vous vivez, qui ne correspond absolument pas à l'image qu'on donne de vous en Occident, où dès qu'on parle de Gaza, les terroristes, le Hamas, etc., il y a immédiatement quelque chose qui est hors du temps et hors de la réalité. Nous savons ce que vous endurons, nous serons... Voilà, c'est insupportable à tous les gens de bonne volonté, à tous les gens qui savent un petit peu, à tous les gens qui ont l'espoir d'un monde qui ne soit pas celui de la barbarie. Gaza est un laboratoire et donc ça nous concerne tous et nous ne devons pas laisser ça. Donc le message que nous porterons, c'est ça ne peut pas continuer comme ça doit s'arrêter parce que c'est insupportable. Le message que nous vous disons, c'est... Et c'est orgueilleux de notre part de le dire, tenez bon malgré les difficultés, et c'est sans doute la conjonction de votre résistance et de la solidarité internationale qui permettra la fin de cet enfer. Oui, Sarah, votre dernier mot. Oui, non, je ne peux pas dire mieux que ce que Pierre a dit. Ce dont je voudrais témoigner, c'est à quel point Gaza, c'est
c'est un endroit agréable à vivre. On marche dans les rues sans aucun problème. On ne sait plus où on est, on demande à n'importe qui, on va vous aider. Il y a un côté de gentillesse, de richesse de vie, de calme, de tranquillité. Et puis la terre est si belle. Hein. Gaza, ça pourrait être le paradis. Et c'est juste une population normale qui est broyée dans une machine infernale. En tout cas, merci à vous les deux pour ces messages d'espoir et un message d'avenir pour la population de Gaza, 2 millions de Gazaouis. Vous avez raison, qui résistent, qui existent, qui persistent malgré toutes les difficultés. C'est vrai, il y a un blocus israélien inhumain, il y a une fermeture de frontières, il y a l'occupation, les bombardements, la colonisation, les attaques israéliennes, les agressions israéliennes au quotidien. Il y a un monde officiel complice, comité international officiel, Europe, Ligue arabe, États-Unis, Nations unies, mais heureusement dans ce monde il y a des gens solidaires de bonne volonté comme vous, et moi j'avais l'honneur et le plaisir de vous inviter. Donc merci beaucoup Sarah Katz et Pierre Stamboul de votre visite à Gaza et de votre venue au studio pour échanger. Malheureusement on ne reste pas beaucoup de temps parce qu'ils vont fermer le générateur, donc d'ici 3 minutes. On est obligé à arrêter l'émission, donc merci Sarah et merci Pierre. Ça me fait plaisir. Merci Ziad. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission très intéressante avec des échanges très intéressants avec 2 solidaires français, de Pierre et Sarah. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc la prochaine émission aura lieu le dimanche 5 juin 2016 de 14h à 15h heure française. On va faire le bilan de notre émission Bonjour de Gaza avant les grandes vacances parce qu'on va arrêter la semaine prochaine et après on va reprendre le mois de septembre parce que il y aura les vacances et voilà, on va inviter les jeunes les jeunes étudiants de notre département qui ont participé à l'émission pour échanger, pour faire le bilan. Et bien sûr, vous pouvez intervenir par radio si vous voulez, parce que si vous restez toujours, c'est avec plaisir de garder le contact avec vous. Amitié de Gaza la vie. Au revoir. Merci.